Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Go for a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter de marques, de valeurs, de personnes qui nous tiennent à cœur et qui nous inspirent. Justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Lefrançois. Salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter à notre communauté, s'il te plaît? Je m'appelle Thibaut Lefrançois, je suis joueur de l'équipe de France de volley assis, donc c'est une pratique paralympique. J'ai 28 ans et j'ai eu un accident il y a 3 ans, dont je vais vous parler un petit peu mon histoire et mon parcours, comment j'ai su surmonter un petit peu cet accident et aujourd'hui profiter de la vie et avoir de nombreux projets. Et donc justement, pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens, te raconter ton accident et puis ta vie depuis? Alors je viens de Nantes, je suis natif d'ici. Et donc moi initialement je suis éducateur sportif, donc voilà, j'ai fait des études au STAPS de Nantes. Et à la suite de ces études-là, donc j'ai été éducateur à l'UFOLEP à Nantes. Et j'ai décidé de partir à vélo en 2017. Avec des amis, on a parcouru de Nantes à Istanbul à vélo. Donc c'était quand même 6000 km pendant 5 mois et demi. Donc c'était un très beau voyage. Un beau challenge. Ouais, on a fait des très très belles rencontres. Et donc du coup, quand je suis rentré de ce beau voyage, j'avais pas trop les moyens financiers pour repartir. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse un taf alimentaire. Donc j'ai fait de l'intérim. Et du coup, j'ai eu un accident de travail au sein de l'intérim. Donc c'était une entreprise qui fait du recyclage de polystyrène. Et il y a eu un souci avec la machine. J'ai dû couper l'alimentation générale de cette machine-là, aller dedans, retirer les morceaux qui faisaient disjoncter la machine. Et en fait, le patron n'a pas vu que j'étais dedans et il a réenclenché le bouton à l'alimentation. Donc sur le coup, c'est vrai que c'est... Au début, forcément, l'adrénaline agit directement. Donc j'ai crié. Il a tout de suite coupé la machine, mais il s'est écoulé, je dirais à peu près 30 secondes. Mais on a l'impression que c'est 30 secondes qui sont vraiment longues. Pour moi, elles sont parues interminables. Et c'est tellement fort cette machine que malgré toute l'adrénaline que je pouvais avoir et mettre la force que je voulais, la machine m'aspirait littéralement. Et donc il a stoppé la machine. J'avais donc les 2 pieds pris dedans et c'est vrai que j'avais quand même un pied qui était un peu ressorti par rapport à l'autre. Donc le pied gauche a vraiment beaucoup plus pris le broyage. Le pied droit était un petit peu dedans, mais il a été un tout petit peu endommagé, donc je me suis quand même bien sorti par rapport au pied droit. Le pied gauche, malheureusement, c'était compliqué de me sortir de la machine, il était bien pris dedans. Les pompiers ont mis 2 heures pour me sortir de la machine, vu que c'était 2 heures. Ouais. C'était une machine qui était en hauteur, en fait, elle est à 2,30 m de haut, et c'était vraiment compliqué de me sortir. Donc oui, ça a mis beaucoup de temps. Donc toi, 2 heures qui ont dû paraître 24 heures. Ouais, c'est ça. En plus, je suis pas tombé dans les pommes. Il y a le SAMU qui est arrivé, ils m'ont donné de la morphine. Paradoxalement, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai eu mal, mais pas tant mal que ça, dans le sens où je pense que le corps, il est tellement bien fait, il t'envoie un gros shot d'adrénaline. Pour te maintenir éveillé en vie. C'est assez fascinant, comment le corps peut s'autoprotéger de dangers comme ça. On ne pense pas autant, mais c'est assez fou. Et donc du coup, c'est plutôt après que j'ai eu mal, en fait. C'est sur la durée, au bout d'1 heure et demie, par exemple, je commençais vraiment à avoir mal, quoi. Et puis tu as envie de bouger, en fait, t'es bloqué, tu vois bien. Et donc ils m'ont emmené à l'hôpital. Et de suite, ils m'ont tout de suite opéré. Donc ils ont essayé de garder mon pied en mettant des broches. Ouais. Et très vite, en fait, au réveil, ils m'expliquent un petit peu mon pied, mais ils en savent pas beaucoup plus, sachant que c'est le tout début, il faut tout diagnostiquer. La blessure peut évoluer aussi. Et au bout de quelques jours, ils m'annoncent déjà, ils m'annoncent le premier jour que j'ai attrapé un staphylocoque doré dans la machine. Ah oui, en plus. Okay. Et que du coup, cette infection peut s'aggraver. Et donc, ça vaut mieux pour moi qu'on m'ampute. Ouais. Donc là, c'est la première fois qu'ils m'en parlent, pour moi, c'est un choc, forcément. Ouais, forcément. Parce que je connais rien de tout ça. Comme tu te dis que ça t'arrivera jamais, on n'y pense jamais. Et puis là, tu te dis, ça me tombe dessus. Ouais.
Ouais, et puis c'est vraiment, c'est vraiment l'inconnu en fait. Tu sais pas quel va être ton futur, tu sais pas ce que tu vas pouvoir faire en fait. On- Comme je dis souvent, j'ai eu l'impression en fait de redémarrer avec un nouveau corps après l'amputation. C'est-à-dire Ouais. que je redeviens un enfant et je redécouvre toutes les choses que je suis capable de faire. Donc c'est tout un cheminement, tout un processus. Forcément, au début, ça paraît lourd et on se dit mais on va rien pouvoir faire parce que il me manque une jambe en fait. C'est tout de suite la mobilité. Enfin, en fait, la mobilité, on s'en rend pas compte, on en a besoin pour tout. Ouais. Et, et dans la représentation qu'on se fait, on se dit que ça va être vraiment compliqué. Et après, il n'y a que en recréant un petit peu de confiance en soi sur plein de petites choses. Donc la première étape, c'est de remarcher. La deuxième, ça va être peut-être de faire un footing, ensuite d'aller courir. Voilà, c'est que des petits challenges qu'on se fixe petit à petit, hein, des petits objectifs qui te permettent de pouvoir rebondir et d'aller plus loin. Et bon, aujourd'hui, j'en suis à des défis bien plus que ça, mais je veux dire, au tout début, les petites victoires du quotidien, c'était juste d'aller me faire un café Ouais. et de marcher jusqu'à la cafetière pour le faire, quoi. Et au final, en peu de temps, on spoil ce qui arrivera après, qu'on va parler. C'est un Ouais, tour du Mont Blanc avec deux potes à toi. ouais. Mais entre le moment où tu as ton accident et le tour du Mont Blanc, il se passe finalement pas tant de temps que ça. Combien de 3 ans? Ouais, à peine 3 ans. Ouais, ouais, c'est ça, à peine 3 ans. Et sachant qu'il y a eu un gros timing de. Enfin, la rééducation a été assez rapide au final. Euh, du fait, je pense que je pratiquais déjà pas mal de sport. Ouais. J'ai toujours été sportif. Donc, ça, on va dire que ça a vraiment aidé mon corps à se réathlétiser. J'aime bien aussi le goût de l'effort. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, que j'avais déjà en moi. Et du coup, je pense vraiment que ça a aidé. Peut-être même aussi, je dirais, dans la mentalité au final. Ouais. Le fait de se dépasser, on a ce dépassement de soi dans le sport. Et je pense que le côté réapprentissage de la marche, ça a été pour moi comme un challenge sportif. En fait, je l'ai pris vraiment, ok, maintenant il faut que je reprenne à marcher. Allez, c'est parti, je me lance dans ce défi-là. Et donc, Et très c'était. vite, on te met une attelle après ton opération? Ouais, la prothèse, ils la mettent, je l'ai à peu près un mois après l'opération. Ok, Ouais, donc après après l'amputation. s'ensuit du travail de kiné Ouais, pour réussir à marcher avec et utiliser cette prothèse. exactement. La plus grosse complexité, c'est que le moignon, en fait, il est tellement comme une blessure que tu pourras avoir. euh, on a toujours un œdème, c'est-à-dire que Ouais, forcément, le corps est en train de cicatriser, donc il est beaucoup plus gros. Et la plus grosse problématique, c'est que justement, mon moignon était vraiment gros et il est très variable. Donc c'est ça qui fait que c'est compliqué de pouvoir appareiller vite. ouais, Donc progressivement, on arrive à. Il faut toujours refaire une emboîture, donc c'est aussi un travail avec différents métiers, mais différents ouais. professionnels. Mais voilà, au début, c'était ça un peu cette complexité. Et puis, j'ai pas pu reprendre tout de suite à travailler aussi, parce qu'il y avait aussi le fait que justement, tous les 2 3 jours, je devais retourner tout le temps chez mon orthoprothésiste pour qu'il puisse vérifier. Mon moignon était très changeant, c'était assez compliqué. Donc voilà, c'était quand même une année un peu longue. Euh, le fait d'être aussi en arrêt, hein, comme son mot l'indique, être en arrêt, c'est pas Ouais. forcément très bénéfique pour la personne. On se sent pas forcément utile. Il y a rien qui nous valorise. Donc on a envie de faire des choses. Et moi, heureusement, je faisais du bénévolat quand même à côté. Donc je faisais du badminton, donc j'étais entraîneur dans un club. Je faisais aussi partie d'une association de musique. Donc voilà, j'essayais de faire des choses à côté. Sinon, je pense que moi, j'aurais vraiment crié, quoi. Et qu'est-ce qui justement mentalement a réussi à faire que tu te dépasses, que tu sombres pas, parce que je pense que bon nombre de personnes auraient sombré à ta place. Qu'est-ce qui te maintient et qui te dit bon, faut que je continue, même si j'imagine que ça a dû passer par plusieurs étapes, quoi. Il y a beaucoup mes proches, vraiment mes proches m'ont énormément aidé, que ce soit la famille, les amis, tout le monde m'a vraiment soutenu. Ça m'a vraiment. Ouais. Dès l'hôpital, hein, franchement, ils ont été hyper présents. Enfin, quand je me rappelle ma chambre qui était blindée, Mm. même les infirmières elles hallucinaient, c'était assez drôle. Et il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir reprendre vite le sport. Ouais, Euh, Ma première question quand ils me disent qu'ils vont m'amputer, ma première question c'est de savoir si je pourrais refaire du sport. ouais. Ça te montre comment je suis accro au sport. Et du coup,
c'était ça ma première question. Et quand ils m'ont orienté, ils m'ont montré des choses avec les prothèses, je me suis dit, mais ok, il y a un champ du possible qui est Ouais. encore hyper Il large. y a un potentiel grâce aux nouvelles technologies. Exactement. Et en même temps, il y a ça, et à l'inverse, les médecins te disent, ils savent pas. Dans le Ouais. sens, ils peuvent pas te dire que tu vas pouvoir refaire un marathon, Ouais. parce que ils savent pas en fait. Ça dépend des personnes. Il y a tellement de facteurs qu'ils préfèrent ne rien dire. Alors je comprends le point de vue médical de cela, mais en même temps, quand tu es patient, c'est pas forcément simple parce que toi, bah, tu aimerais savoir ce qui est encore possible de faire Ouais. en fait. Même si tu sais que derrière, ça dépend de chacun et que c'est pas Exactement. une science exacte, mais de savoir que c'est encore possible, juste de l'entendre, ça t'aurait aidé à positiver, Bah, quoi. avancer, ouais, tu te dis Ouais. voilà, qu'il n'y a rien de fermé, tu peux aller ouvrir plein de portes, peu importe, peu importe ta condition en fait, peu importe ton Hmm. handicap, tu peux trouver des adaptations. Et puis après, c'est aussi très variable aussi, ça dépend aussi beaucoup du handicap de chaque personne. Moi, je sais que le mien, enfin, moi, j'estime m'en sortir réellement bien et j'ai appris à vivre avec ça en fait. Ouais. C'est un peu un animal qu'on apprivoise en fait. Hmm. Il fait partie de nous, mais il faut vivre avec, il faut trouver des adaptations. Il y a des moments de douleur, forcément, ça fait partie de notre quotidien, de nos vies. Ouais. Et puis il y a des moments où tout va bien, on l'oublie même en fait. Oui, ça fait partie de ton quotidien. Il est Et intégré, ouais. Ouais. quand tu racontes ton histoire, ça fait un peu penser au film Patient de Ouais, Grand Corps Malade ouais. qui explique un peu indirectement sa vie à lui. Et d'ailleurs, très, très bon film. Mm. On en avait parlé tous les deux. Toi, tu as forcément senti le regard aussi des autres qui changeait. Mm. Comment toi, tu as réussi avec ça? Est-ce que ça t'a renforcé? Tu le dis toi-même, hein, la preuve, tu parles de ton histoire, que tu n'as jamais eu de... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, tu n'as pas de problème à en parler. Mm. Est-ce que ça a toujours été le cas ou tu as eu un problème, ou c'est un moment où c'était un problème pour toi de Bah, l'évoquer? si, il y a eu. Au tout début, je me demandais un peu le futur, dans le sens où le regard des proches, il change pas. C'est-à-dire que les gens Ouais, t'aiment malgré ce que tu deviens. Les ça gens change t'aiment pas. malgré tout. Donc ça, enfin, je pense pour moi, c'était la chose la plus importante. C'est-à-dire si Ouais, mes proches euh, continuent de me voir en tant que Thibaut, bah, comme avant, oui, c'est le principal. Le reste, j'ai envie de te dire, ça m'est un peu égal. ouais, Enfin, je pense pour moi, c'était vraiment la plus belle chose qu'ils aient pu me faire, c'est continuer à me voir comme Thibaut que j'étais avant. Donc ça a été vraiment, c'est ça qui m'a aidé. Et puis après, bah, s'il y a des questionnements que tu te poses, tu sais pas si, bah, par exemple, pour plaire à une fille, est-ce que ça va jouer, hmm, enfin, c'est des petites questions, mais c'est en même temps, tu sais pas en fait, tu sais ouais, pas si ça va changer certaines choses. Et en même temps, je pense aussi que le fait que ce qui m'est soit arrivé, euh, j'étais déjà adulte et donc je m'étais déjà, on va dire, construit psychologiquement, donc j'avais peut-être oui. plus de confiance que quand tu es jeune ou Et que adolescent. ça t'arrive à 15 ans et que tu es en pleine Mais oui, construction, quoi. ça t'aide vraiment. Parce que je me rends compte qu'une personne qui est en situation de handicap depuis bien plus longtemps, jeune, la construction, elle est totalement différente. Et moi, on va dire que je m'étais déjà, on va dire, construit psychiquement, j'avais déjà quand même fait des choses avant et j'avais plutôt globalement confiance en moi et du coup, ça n'a pas trop impacté cette confiance-là. Mais Hmm. pour d'autres personnes, je pense que ça peut être plus compliqué en fait. Donc forcément, oui, c'est un facteur. Le fait de l'avoir vécu plus tard dans ma vie, je m'estime heureux quelque part. Et puis aujourd'hui, maintenant, t'en fais une force puisque Mm, tu as, donc on l'a spoilé tout à l'heure, fait le tour du Mont Blanc. mm. Tu as d'autres projets à venir. Tu as monté une association Tic Tac Boom. Est-ce que du coup, tu peux expliquer la création de cet asso, en quoi elle consiste et du coup, on va après parler plus en détail de ce fameux projet-là, enfin, ce fameux tour du Mont Blanc qui n'est plus un projet puisque tu l'as fait déjà et Mm. terminé en beauté. Eh bien, en fait, donc tout s'est fait un peu rapidement après l'accident. Euh, un jour, j'étais sur, voilà, je surfais sur les réseaux sociaux et je tombe sur une annonce qui me propose enfin, qui était destinée aux personnes en situation de handicap et qui souhaitaient s'impliquer dans un parcours sportif.
Et le message, c'était participer aux Jeux paralympiques de 2024. Et c'est le truc un peu idiot, mais je me suis dit, bah, je m'inscris, j'ai rien à perdre, ça peut être sympa. Et puis à ce moment-là, en plus, j'étais en arrêt, donc ça m'allait bien de tester. Moi, j'aime bien explorer des routes inconnues, donc je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on va aller tester ça. Et donc, du coup, je m'inscris. Donc, c'était un programme qui s'appelle La Relève. Et en fait, c'était le comité paralympique sportif français qui a mis en place ce programme-là dans plein de villes en France. Et l'idée, c'était d'avoir du coup plein de tests d'aptitude physique. Donc, il y avait des tests de force, d'endurance, de vitesse, voilà, sur plusieurs facteurs. Et il y avait pas mal de fédérations qui étaient présentes. Et en fonction des tests, il y en avait une ou plusieurs fédérations qui étaient intéressées par ton profil. Et donc, ils t'orientaient vers un sport paralympique en fonction de tes compétences. Exactement, Okay. C'est exactement ça. Donc, moi, ils m'ont proposé plusieurs sports, dont le volley assis. Alors, quand ils m'ont parlé du volley assis, déjà, je ne connaissais pas au début. Et bah, je ne te cache pas que ma première idée, c'était un sport assis par terre. Ça n'a pas l'air de trop bouger. Je me suis dit, ouais, ça a l'air un peu chiant comme sport. Je me suis dit, je vois pas pourquoi j'irais là-dedans. Et vu que j'aime pas rester sur mes idées premières, je me suis dit, bah, on va aller essayer. Il y avait un club pas très loin de chez moi. Et finalement, j'ai mis mon cul par terre et j'ai vraiment adoré. Ouais, franchement, j'ai tout de suite vraiment accroché. J'ai trouvé ça hyper physique, l'aspect collectif, le tactique. Voilà, il y a vraiment plein de facteurs qui me plaisent dedans. Et du coup, bah, je me suis lancé là-dedans, dans ce sport-là. Et bah, progressivement, j'ai commencé à beaucoup mieux jouer, à comprendre bien les règles. Et du coup, bah, plusieurs mois après, j'ai été appelé par le sélectionneur de l'équipe de France. Donc, je te cache pas que bah, j'étais hyper heureux. Tu m'étonnes. Quand tu as le sélectionneur au bout du téléphone et qui t'annonce bah, de venir essayer sur un stage avec le reste de l'équipe de France, j'étais hyper fier. Et donc, bah, depuis ce jour-là, j'ai pas quitté l'équipe de France et maintenant j'ai un autre rôle dans ce collectif-là et on ambitionne de participer aux Jeux paralympiques à Paris en 2024. Donc voilà, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait là. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans cette équipe, et puis le projet continue de grandir. Moi aussi, mon cadre d'entraînement continue de grandir. J'essaie de tendre encore plus vers la performance et du coup mettre les moyens en œuvre pour y arriver. Et tu n'avais jamais forcément aimé plus que ça le volley à la base Si, parce que j'ai toujours bien aimé. Moi, j'adore tester les sports, j'adore découvrir. Tu m'emmènes essayer un truc, je viens, il n'y a pas de souci, j'adore tester plein de sports, donc c'est avec plaisir. Et le volley, j'aimais bien regarder, j'en faisais un peu, mais tu vois, comme tout le monde, un peu à la plage, sans forcément trop en faire. Et puis c'est vrai que finalement, j'ai toujours été sport collectif, donc c'est vrai que ça m'a bien tout de suite plu en fait. Et donc là, tu reviens de Istanbul, Antalya, pour un tournoi du coup où tu as rencontré d'autres nations et des grosses nations de volley assis. Championnat du monde qui est prévu en 2022. Tout à fait, au mois de mai. Et donc tu disais objectif JO 2024, ce qui serait magique à Paris. Bah, c'est un peu le Graal et je le vois un peu comme un escalier, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes avant. Là, il y a eu en septembre, il y a eu la Bronze Nation League à Lyon. Là, on revient des championnats d'Europe en Turquie. Et progressivement, on va monter des marches. On a plein d'étapes. Et la dernière étape, c'est Paris. Bon, il y aura forcément d'autres étapes après. J'espère que je ne vais pas m'arrêter à Paris. Mais en tout cas, pour ce cheminement pour Paris, c'est vraiment... il y a des temps forts, des temps clés. Et l'idée, c'est d'aller progressivement titiller les meilleures nations. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Une équipe qui est aujourd'hui construite et qui normalement devrait pas bouger jusqu'à Paris 2024 pour vraiment créer un noyau dur. Alors il y aura peut-être des nouveaux joueurs qui arriveront, mais la base est vraiment là, effectivement. Et donc du coup, on essaie de consolider cette base-là pour construire un noyau fort pour le futur. Ouais. Et tu en fais aussi en club ou Tout à fait. Donc à Nantes, c'est ça? C'est comme sur d'autres sports, il y a la sélection nationale et à côté de ça, il y a le club. Donc là, je suis au Volleyball Nantes depuis 1 an et c'est un club qui me fait beaucoup confiance, qui croit beaucoup
en mon projet. Donc ils mettent aussi tout en œuvre pour que je puisse arriver à cet objectif-là. Donc moi je les en remercie énormément pour, voilà, pour mon entraîneur, pour mon préparateur physique. Enfin, c'est tout un cheminement. Il y a aussi de la préparation mentale aussi pour ce type de sport, parce que c'est beaucoup d'affrontements psychologiques. Ouais. À défaut de se taper dessus ou d'avoir un contact physique comme le rugby ou d'autres sports, là c'est vraiment on va dire une opposition mentale. Donc il y a plein de choses à travailler et c'est vraiment intéressant. Les préparations mentales que tu as eu besoin aussi donc, pour ton tour du Mont Blanc. Ouais, aussi, effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment tu as eu l'idée déjà, Ouais. et puis comment ça s'est passé une fois là-bas? Et bah du coup alors je vais peut-être revenir au début du Tour du Mont Blanc, puisque en fait le Tour du Mont Blanc on l'a fait avec du coup un ami qui s'appelle Jean-Christophe, qui est lui aussi en équipe de France de volley-fille avec moi, que j'ai rencontré par cet intermédiaire. Et on a vraiment accroché tous les deux. On a un peu une histoire de vie similaire, c'est-à-dire que lui aussi a eu un accident. Il n'est pas passé loin non plus. Et en fait, il a exactement la même énergie et la même envie que moi de continuer à se challenger sur plein de sports et plein d'activités et de se lancer des défis un peu fous. Et en fait, c'est né de ça. En fait, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour peut-être aider des personnes qui sont nouvellement en situation de handicap et qui se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que ma vie s'arrête là ou est-ce que je peux faire encore plein de choses? Et nous, l'idée, c'était vu que nous, on en a tiré du positif de nos accidents, l'idée, c'était pas de le garder pour nous, mais de le partager et de l'aider. Et en fait, on s'est rendu compte que on aide ces personnes-là, mais en fait, on aide aussi plein d'autres gens. En fait, on a plein de retours et les gens nous disent que ça leur fait du bien de voir que des personnes qui sont, on va dire, entre guillemets, limitées physiquement arrivent à accomplir des défis assez fous. Donc, on se rend compte que notre message, en fait, est vraiment universel. Et tant mieux, parce que c'est plutôt un message positif. Je trouve, enfin, surtout dans le monde dans lequel on vit, des fois, je trouve que ça me manque. Et moi, je suis très heureux de pouvoir apporter ça aux gens. Et c'est vraiment plaisant. Donc, on s'est dit, on va créer quelque chose. Donc l'association est née de ça. Et progressivement, voilà, on s'est lancé des petits défis au début. Et puis un jour, JC me dit écoute, j'aimerais bien qu'on fasse un gros défi. C'est un amoureux de montagne, moi aussi. Et il avait déjà parcouru le TMB du coup avant son accident. Il me dit écoute, j'aimerais beaucoup le refaire. Ça serait un peu la boucle est bouclée pour moi, c'est-à-dire que voilà, le refaire avec ma prothèse, ce serait un beau défi. Et c'est naturellement que j'ai accepté. Moi, je lui ai dit, mais de toute façon, tu m'emmènes partout, il n'y a pas de souci. Un défi fou, je suis prêt, quoi. Donc le défi est né de ça. Au début, on ne savait même pas que c'était un défi qui n'avait jamais été réalisé par des personnes amputées. On s'est dit, on va le faire. Et puis en fait, en regardant un petit peu sur Internet et tout, en fait, on n'a vu aucune... C'est quand on a commencé à le préparer qu'on s'est dit qu'en fait, personne ne fait ça. Il n'y avait aucune info là-dessus. Non. On voulait choper des infos pour nous aider dans notre préparation, que ce soit pour la prothèse, matériel, médical et tout. Et en fait, personne ne fait ça. Donc forcément, tu te dis, ah ok, bon, on marche vraiment vers l'inconnu. Pour le coup, c'est... Donc là, encore plus challengeant. Ouais, vraiment. Mais du coup, obligé de voir large et d'essayer de prendre en compte tous les aléas qui pouvaient nous arriver. Donc, il y a forcément l'aspect prothèse, hein, c'est la première chose, à savoir est-ce que, vu qu'il existe une multitude de prothèses, quelle prothèse va être plus adaptée pour la montagne, que ce soit pour la descente ou la montée. Donc, ça, c'était vraiment... Et puis aussi qu'on pouvait aussi se financer parce que ça a quand même un coût. Ouais. Donc ça, c'était toute une réflexion, plutôt une réflexion individuelle, puisque au final, on est parti à 3 amputés. Et forcément, chacun a des amputations différentes. Jocelyn, qui lui est amputé fémoral, avait une autre réflexion par rapport à la prothèse. JC et moi, on est amputés tous les deux du tibial, mais on n'a pas les mêmes moyens, donc il faut forcément réfléchir de manière différente et trouver un petit peu son confort pour la marche, puisque ça reste quand même des journées de 10 heures de randonnée, donc forcément,
tu es obligé de prendre toutes les précautions. Et avec des prothèses qui sont à la base pas faites pour ça. Ouais, ouais, totalement. Vu que aucun amputé fait ça, forcément, le matériel n'est pas conçu pour ce type d'effort. Et tu en as parlé d'ailleurs à ton prothésiste qui était pas méga chaud. Ou il t'a mis en alerte. Ouais, il m'a mis en alerte, ouais. Disons que je pense qu'il doutait peut-être un peu qu'on réussisse. Je pense honnêtement au début, il doutait qu'on réussisse, mais plus je lui ai parlé du projet, plus il a été emballé, plus en fait il a voulu m'aider justement à avoir le meilleur matériel possible. Donc on a beaucoup réfléchi, on a essayé plusieurs prothèses. Et du coup, j'ai pu essayer une prothèse qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment été bénéfique pour monter et surtout descendre avec du poids. Ok. Et donc des anecdotes, j'imagine. Donc en tout déjà, en combien de temps vous le faites? On le fait en 9 jours. Vous le faites en 9 jours. 131 km. Et du coup, en moyenne, ça faisait entre 15 et 20 km par jour avec 10 000 positifs et 10 000 dénivelés au total. Et 9 000 négatifs, ouais. Ok. Et tu disais c'était encore plus compliqué sur la descente que sur les montées. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a eu des bons moments, d'autres un peu plus durs. Est-ce que tu as 2-3 anecdotes comme ça à raconter? Ouais, comme tu dis, les descentes c'était vraiment le plus dur, surtout avec les sacs à dos. Et du coup, au bout du 5e jour, en fait, il s'avère que j'ai cassé ma prothèse. Au début, j'entends juste un cliquetis, je me dis c'est peut-être une vis qui est en train de se dévisser. Et donc du coup, je revisse la vis que je pensais qu'il y avait dévissée. Et en fait, le bruit persiste. Et j'appelle mon orthoprothésiste, il me dit écoute, si ça continue, tu me rappelles, mais normalement, c'est pas trop grave et tout. Et en fait, ça continue. Et au bout d'un moment, je décide d'enlever du coup l'esthétique du pied, c'est en plastique là, pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la lame. Donc j'enlève l'esthétique et là, mes mains toutes noires. Et en fait, c'était une des lames de carbone qui avait fissuré et qui venait travailler sur l'eau. Donc c'était en train de littéralement casser l'intégralité de la prothèse. Donc vu qu'on était tout en haut et que j'avais aucun moyen et j'avais pas emmené une autre prothèse forcément parce que c'est lourd. Oui, puis c'est cher. Exactement. Du coup, j'ai fait le choix, du coup, j'ai pas eu trop de solutions et la seule solution c'était de prendre du scotch et j'ai rafistolé la prothèse comme ça, la lame. Et j'ai réussi à terminer les 3 derniers jours avec la prothèse. Elle a tenu. Ouais, elle a tenu, ouais. Limite. Ouais, c'était pas fou. Quand je suis retourné chez mon orthoprothésiste, il m'a dit je pense que 2 jours de plus, ça aurait pas tenu, ça aurait vraiment lâché, quoi. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup des imprévus auxquels on n'avait pas pensé. Et finalement, il y en a toujours. Pareil, JC, lui, il a son moignon il a eu un bouton, ça s'est infecté. Le moignon a énormément grossi. Il pouvait plus remettre son emboîture, son moignon dans la voiture. Donc il a dû arrêter le TMB. Et donc du coup, j'avais mes parents qui étaient proches, donc ils sont venus l'aider. Et du coup, il a récupéré quelques jours. Et au final, il est tellement fou et il avait tellement envie de terminer qu'il est revenu quand même finir les 2 derniers jours avec nous en béquille. Donc il a terminé le TMB en béquille avec le sac à dos et tout. Je me suis dit mais il est fou, il va jamais tenir et au mental il a réussi à finir, quoi. Mais c'était vraiment un moment fort, l'arrivée tous les 3 ensemble. C'était vraiment dur et je pense que c'était tellement dur physiquement et même avec les péripéties qui a pu nous arriver, qu'on était vraiment heureux d'avoir accompli ça, heureux d'avoir aussi rencontré beaucoup de gens, parce que le fait d'être en montagne, on partage beaucoup de choses avec les gens. Les randonneurs, forcément, ils nous voient en short avec nos prothèses et ils se disent attends, mais moi je me plaignais de ma pauvre ampoule et eux, ils font ça, mais ils sont fous. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré nous, juste en faisant ce type de projet, on devenait en fait ambassadeur de résilience et de positivité. En fait, les gens tout de suite venaient nous voir, mais c'est super. Et du coup, ils avaient envie de marcher avec nous et de continuer. En fait, et on a pu parler et évoquer plein de choses. Donc, c'était vraiment des très très belles rencontres. On a été vraiment ravis. Enfin, moi, c'est vraiment un gros souvenir que j'en garde, honnêtement. Et justement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de te positionner en tant que porte-parole, entre guillemets, essayer de motiver, d'inspirer ceux qui ont connu une amputation ou autre? C'est quelque chose qui t'a donné envie de faire ça?
Ouais, bien sûr. Bah, en fait, quand moi j'étais dans mon lit d'hôpital, comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'aurais aimé que quelqu'un me montre un petit peu La voix, quoi. l'inconnu et Ouais. vers quoi je vais aller. Et je me dis que si un jour je peux aider peut-être quelques-uns à justement bah, donner envie et motiver pour faire des choses, bah, ça sera avec grand plaisir. Et ouais, honnêtement, j'aimerais bien bah, voilà, transmettre ce message-là, qu'il y a plein de choses possibles, qu'on n'a pas de limite, faut aller explorer bah, plein d'horizons, tester, ne pas avoir peur surtout, essayer de sortir de sa zone de confort et il y a plein de choses à explorer, je pense que voilà, malgré mon handicap, mais je pense que c'est au-delà du handicap, je pense que c'est pour tout le monde. Il y a vraiment plein de choses à explorer. Faut pas se limiter à nos peurs, nos craintes. Faut foncer, quoi. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle tu as créé, donc vous Exactement. avez créé tous les deux Ouais, Tic Tac Boom avec d'autres projets à venir derrière. Et vous tout à allez fait. d'ailleurs sur le Tour du Mont Blanc filmer Oui, dans le but de faire un film de cette aventure. exactement. Bah, à l'heure actuelle, il y a une mini-série qui est sortie sur YouTube de cette petite aventure. C'est vraiment une petite série pour vivre un peu ce qu'on a pu bah, partager pendant cette expédition. Et après, l'idée, par contre, c'est de faire un gros documentaire où là, on aborde plein de notions. On parle beaucoup de nos accidents respectifs. On parlait tout à l'heure de l'acceptation de son nouveau corps, Mhm. de la différence. Et l'idée, c'est d'utiliser après peut-être ce documentaire pour faire des sensibilisations. Aujourd'hui, on en fait aussi pas mal avec souvent des enfants, mais aussi des adultes. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir la discussion sur voilà, l'acceptation de la différence, comment on peut rebondir après un accident comme le nôtre. Voilà, partager plein de choses. Je pense que ça peut être des témoignages qui peuvent aider beaucoup de gens. Pour l'avoir déjà fait pas mal de sensibilisation, je me rends compte que ouais, il y a des retours hyper positifs et tant mieux. Enfin, c'est hyper excitant. Donc voilà, je me dis c'est quelque chose qu'on se doit de partager et ouais, on va continuer à le faire au maximum. Un peu comme 12 février, qui est une influenceuse, qui est Exactement. devenue influenceuse depuis son accident et qui, je ne sais pas combien de millions de personnes qui la Ouais. suivent, mais et qui, je pense, toi, a été aussi peut-être une source d'inspiration. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, je trouve que le fait de... Souvent, on a tendance un peu à cacher nos différences, on a peur un peu de ça, et le fait d'en parler, je trouve que ça aide en fait plus largement. Tu prends l'exemple de 12 février qui, elle, parle justement des grands brûlés. C'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué dans le passé, c'était plutôt caché, et elle, qu'elle mette bah, à la lumière du jour, c'est quand même, je trouve, enfin, c'est beau, et je trouve qu'elle arrive à amener ce regard bah, qui est hyper intéressant. Enfin, peut-être que ça aidera aussi beaucoup de gens à vivre différemment aussi leur brûlure. Donc, j'ai envie de dire, en fait, chacun a ses brûlures, ses handicaps, et je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent en parler. Alors, peut-être avec les réseaux sociaux, ça aide, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. On ne cherche plus à cacher, étouffer ça. Au contraire, Au contraire. ouais. Et je pense que il faut ouvrir la parole sur ça. Il y a tellement de choses à partager dans les discussions, et ça aide tellement de gens. Donc, il faut En continuer. parler pour inspirer. Exactement. Et c'est ce que tu fais plutôt bien. Déjà, bravo pour ton projet, cette aventure de Tour de Mont Blanc qui est exceptionnelle et je pense, j'espère que ça va inspirer plus d'un. On a l'habitude dans nos vidéos de faire un petit jeu. Là, ce Ok. que je te propose, c'est... alors, tu as fait une aventure assez folle avec le Tour du Mont Blanc. Tu fais du volley assis, ce que tout le monde ne connaît pas, ni Ouais. tout le monde n'a pas existence. Il y a d'autres jeux, d'autres sports qui existent et qui paraissent aussi un peu fous. Il y en a quelques-uns, alors je vais te les dire et tu vas me dire s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Ok. Le premier, c'est la course au fromage. Est-ce que la course au fromage est un sport qui existe? Ouais, je pense que ça existe, ouais. Oui, effectivement, ça existe. Et ce sport consiste à descendre une colline de 100 mètres en poursuivant un fromage. Des, vraiment Un énorme fromage, Ah, ok. une meule Ah énorme. ouais, ok, des meules, ok. Ça se fait tous les ans au mois de mai sur la colline de Cooper's Hill en Angleterre. Et je me rappelle avoir vu des vidéos de ça sur YouTube. C'est assez marrant, les mecs se pètent la gueule, etc. Et donc Ok. le but, c'est, apparemment c'est une tradition là-bas, et c'est de réussir à
à tenir debout, arriver le premier en bas et je crois en rattrapant le fromage, quelque chose comme ça. Ils font une grosse raclette après, non? Peut-être, avec le fromage, c'est possible. Il faudra se renseigner sur ça. Est-ce que le bowling billard existe? Non, je pense pas. Bien vu, ça n'existe pas. Où là, le but aurait été de lancer une balle de bowling avec une queue de billard. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été encore été inventé. Donc, peut-être que chez Ngo, on pourra lancer ça. Ça sera un nouveau sport, une nouvelle mode. Le lancer de menhir. Ça doit exister, je pense. Et tu penses que c'est où? En Bretagne? Ouais. Bah, évident. Évidemment. Et oui, ça existe. Et c'est dans le Finistère, à Guerre-les-Quins, exactement, où tous les premiers jeudis du mois d'août se déroule le championnat du monde de lancer de menhir, en mode OBX. Bon, faudra aller voir ça alors. Ouais. Le baby-foot subaquatique, donc du baby-foot sous l'eau. Ouais, ça doit exister ça. Et oui, ça existe, exact. Ils font du baby-foot sous l'eau avec du matériel de plongée. Et la toute première compétition a eu lieu en Allemagne. Et donc les plongeurs en fait se sont relayés pendant 26 heures. Ah oui. Ouais. Longue partie quand même. Ouais, longue partie. Et un petit dernier pour la route, la boxe échec. Donc le jeu d'échecs avec de la boxe. Ouais, non. Et bah si, ça existe. Si, ça existe. Ouais, ça existe. On associe... c'est le chess boxing. Donc, c'est deux joueurs qui se retrouvent sur le ring. Ils commencent une partie d'échecs de 3 minutes, puis s'affrontent sur le ring pendant 3 minutes, et ainsi de suite. Et ils passent de l'échec à la boxe. Pourquoi? Je sais pas. D'où ça vient? Je sais pas. Mais ça existe. Bon, j'essaierai ça alors. Voilà, petit aparté. On va enchaîner sur maintenant, voilà, tes défis. Tu as fait le tour du Mont Blanc. Tu dis il y a les JO 2024. Avec Tic Tac Boom, avec tes deux potes dont on rappelle les prénoms, ils s'appellent Jean-Christophe et le deuxième Jocelyn. Quels sont vos autres défis à venir? Alors on a plusieurs défis qui vont venir. L'idée c'est qu'en 2022 on fasse un semi-marathon. Donc JC a déjà fait un semi-marathon et moi j'en ai pas refait depuis mon accident. Okay. Donc là, initialement, on voulait faire celui de Paris, mais en fait, au niveau des dates, ça ne concordait pas. On avait un stage équipe de France, mais on va sélectionner un SMI qui est assez sympa, et puis on va se faire ça tous les deux. Celui de Nantes? Peut-être, on va voir, faut qu'on regarde les dates, mais en tout cas, c'est en prévision. Donc voilà, en plus, on continue tous les jours à courir tous les deux, donc ça serait un plaisir. Donc avec une lame qui est droite? Alors, c'est pas les lames de course que tu as l'habitude de voir sur l'athlétisme, parce que là, elles sont vraiment profilées pour faire de la vitesse. Là, c'est plus une lame qui est un peu plus en forme de C et qui va t'aider à rebondir, mais très légèrement, et qui te donne un petit peu de latéralité. Donc, tu vois, moi, j'ai pas mal l'habitude de courir dans les chemins, j'aime beaucoup courir en nature, ça me permet un peu de prendre un peu de respirer, tout simplement. Et du coup, j'aime beaucoup aller courir dans les chemins, et cette lame-là, elle est vraiment parfaite pour aller dans les petits trous et tout, c'est vraiment pas mal. Donc ça sera le prochain défi. Ouais. Ok. Il y en a d'autres après, mais... Horizon 2022 du coup? Ouais, 2022. Il y a un autre défi qu'on aimerait bien faire, c'est que du coup, JC, lui, il habite Montpellier et moi Nantes, et on aimerait bien faire soit Nantes-Montpellier, soit Montpellier-Nantes en vélo. Ok. Donc voilà, lui, il fait un peu de vélo. Moi, j'ai fait je te disais tout à l'heure, mon voyage à vélo. J'aimerais bien l'initier à ce type de voyage et du coup, il serait plutôt volontiers pour essayer. Donc pareil, on n'a pas fixé de date, mais en tout cas, c'est en prévision. Top. Et puis, on a un gros défi qui va arriver sûrement septembre ou octobre 2022. Mais je ne peux pas trop en parler parce que on va sortir la chose prochainement, donc j'en parlerai. C'est encore secret, ça va être exactement. dévoilé. Ouais, on est en train de construire le projet, mais c'est plutôt un gros projet. Voilà, ce sera le plus gros projet qu'on aura mené. Alors, sachant que le temps que la vidéo sorte, peut-être que ce sera déjà officiel. Oui. Si ça l'est, on le mettra en bas de la vidéo pour rediriger vers ça. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui là ont envie de suivre tes aventures, tes projets à venir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors la page Tic Tac Boom sur YouTube. Donc là sur YouTube, il y a plusieurs catégories. On a des vidéos où on va essayer des activités sportives en fait, et on montre comment on adapte la pratique sportive avec nos prothèses.
Donc voilà, ça c'est comme je te disais pour peut-être donner envie à des personnes amputées de tester certains sports. Et puis sinon, il y a les gros projets, les gros challenges, où là on fait des vidéos un peu plus longues et du coup on vient, comme la mini-série qui vient de sortir il y a peu de temps. Et donc le film Tour du Mont Blanc, il est prévu à peu près la sortie Bah, je pense courant début 2022. Ouais. Ok. Ouais, non, Donc vous faites le montage tout seul ou vous travaillez avec une... On travaille avec une boîte de production qui Ok. nous aide quand même, parce que ça prend énormément de temps. Et puis nous, on n'est pas forcément formés pour cela, donc c'est vrai qu'on s'est aidé d'une boîte de production. Pour un contenu plus pro et quali Exactement. derrière, quoi. Ouais. Et sinon, hormis la page YouTube, on a aussi l'Instagram Tic Tac Boom et la page Facebook aussi, où on va souvent mettre de l'actualité sur nos stages, sur certaines. On met pas mal de photos, et voilà, pour continuer à motiver et à donner envie aux gens de se découvrir, tout simplement. Top. Et donc le film qui sortira sur Netflix en 2023. alors. Peut-être, on les attend en tout cas au tournant. Ça va être, au début, ça va être sorti sur YouTube et après vous verrez un peu ce que ça donne. Non, je pense que le documentaire sortira sur une plateforme avec la boîte de production. En fait, la boîte de production a aussi une plateforme et ça sortira sûrement sur cette plateforme-là. Voilà, donc on va continuer à travailler avec eux et on verra où ça nous mènera. Mais Et en fonction du rendu derrière, si ça me plaît énormément, peut-être que ça pourrait donner d'autres idées et pousser plus loin. Ouais, on ne compte pas s'arrêter là. On a encore plein d'idées en tête farfelues, donc on va continuer là-dessus. Ok, l'agence qui fait ça s'appelle comment? J'ai perdu le nom. Bon, on pourra redonner On leur remettra on redonnera ça dans la de la description. vidéo. Ok, top. Il va être temps pour nous de conclure. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais évoquer ou qu'on n'a pas évoquées ou des actualités, même si on en a plus ou moins parlé, à venir? Bah, pour moi, les grosses actualités, ça va être, comme je te disais, le volley assis, hein, la préparation. Donc, moi, l'objectif, c'est de continuer mes entraînements. Et si d'ailleurs certains veulent aller voir des matchs, où est-ce qu'on peut venir voir? Alors, au club, ils peuvent même venir essayer aussi. On peut venir tester. Même les valides peuvent faire du sport paralympique, on est d'accord? Exactement. Ouais. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce sport, c'est qu'en club, c'est un sport mixte. Donc, à l'entraînement, par exemple, je m'entraîne avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Donc c'est intéressant, on se remet tous au même niveau par terre et du coup, ça donne un regard aussi différent aussi, je trouve, sur le handicap. Donc c'est plutôt sympa, c'est des moments chouettes à vivre. Et puis du coup, j'invite tout le monde à venir essayer le sport et puis à venir aussi nous voir lors des compètes. Il y en aura peut-être l'année prochaine, voire même en 2023. Je sais qu'en 2023, il y a une compétition à Laval qui sera une compétition internationale, donc ce sera le Super Six. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir nous supporter, nous encourager. Ok, ce sera l'occasion. Alors d'ici 2023, on aura le temps d'en reparler sur Ngo et de repartager tes aventures. En tout cas, merci beaucoup Thibaut d'être venu, d'avoir pris le temps de raconter tout ça. Je pense que ça a inspiré notre communauté, c'est le but en tout cas. Et donc on remettra évidemment tous les liens pour suivre tes aventures et ton projet JO 2024 avec l'équipe de France de volley assis. Ouais, super. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Merci Thibaut. Salut. Salut. Salut, ciao. Ciao.